Bonjour très chers compatriotes gabonais en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale avec pour invité une surprise. Une surprise que vous découvrirez tout à l'heure. Son personnage est à l'image justement de son niveau de cerveau, de la maturation justement de ses neurones et fibres intelligibles. Atmosphère qui est une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, à but non lucratif, avec des objectifs fondamentaux et tels que aider les populations à être éduquées, à être instruites, mais également moraliser la vie publique. L'atmosphère donc va consacrer cette émission par un invité spécial. On l'appelle la mastodonte, on l'appelle le génie, on l'appelle comme ça avec plusieurs qualificatifs. Mais des qualificatifs qui sont à l'image du personnage qu'il est. C'est un ancien acteur politique étatique, d'ailleurs il continue à l'être, président du mouvement M60, mais également un expert comptable public. Et c'est par rapport à une dépêche de Radio Moscou de Bombengom que nous nous sommes rendus au domicile de ce haut cadre administratif, économique et financier. Vous êtes à l'émission Atmosphère avec pour invité Gérard Yembi, qui n'est rien d'autre que le fils de l'ancien vice-président de la République. Gérard Yembi, avec qui nous avons longuement discuté, où son père avait été jeté dans la boue, avec des propos outrageux, où on l'avait qualifié de déscolarisé, de semi-lettré, alors que Gérard Yembi nous avait apporté la preuve que son père était un véritable brillant intellectuel et que toute cette cabale savamment construite pour dénigrer, pour détruire, pour déstabiliser son père n'était rien d'autre que des courtisans, des intrigants qui étaient tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, qui ne voulaient pas que ce haut cadre administratif ne puisse pas justement atteindre les fondamentaux de avec justice. Donc ceux qui avaient dit par le passé que notre vice-président de la République disait que le Gabon était un pays patateux, manioqueux, bananeux, sous un soleil agnangoleux, eh bien, c'était une simple vue d'esprit, c'était des mensonges et honteux. Et Gérard Yembi avait fait la démonstration marginale que son père était un brillant acteur politique pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité jusqu'à d'ailleurs assurer l'intérim du président de la République, chef de l'État. Nous allons découvrir ce personnage. Donc, nous allons découvrir justement notre invité spécial, c'est M. Gérard Yembi. M. Gérard Yembi, le Gabon est en train d'annoncer une période assez particulière, avec l'entrée du Gabon dans la 5e République, avec une architecture gouvernementale nouvelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais une fois de plus que vous puissiez nous parler très brièvement de qui était votre père, M. Yembi, dont les Gabonais avaient décrit comme un déscolarisé, comme un analphabétisé, comme un ignare, alors que la réalité, eh bien, elle était autre. Votre père était un véritable acteur étatique et c'est quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. Il était assez intelligent à cette époque-là et ça compte tenu de son intelligence que les gens ont voulu battre en brèche. Les gens ont voulu détruire la carrière de ce homme politique et d'ailleurs, ils avaient reçu pratiquement à 70 voire même 80% à détruire sa carrière. Mais Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes l'image justement de votre père Gérard Yembi, rien qu'à travers votre physionomie, à travers votre visage, on sait que vous êtes le parfait, l'héritier légitime de celui-là qui fut votre père qui était vice-président de la République. Monsieur Gérard Yembi, nous vous accordons tout de même 2 minutes, le temps que vous puissiez parler très brièvement, mais avec la pertinence que nous vous connaissons de votre défunt père qui se trouverait actuellement du côté de Ndende, reposant auprès de sa famille. Oui, donc Paul-Marie Yembi
déjà au niveau des études, il avait le CEP à l'époque, je crois qu'on appelait ça le CEP, certificat d'études primaires élèves voilà, indigènes. Donc il faisait partie un peu des premiers intellectuels de l'époque. Tout à fait. Voilà, ensuite il a continué sa vie professionnelle. Il a commencé sa vie professionnelle, je veux dire, comme gérant. Gérant d'une grande structure commerciale, un peu l'équivalent de Secado aujourd'hui. Et après, Léon Bassé rapproché de lui, je crois qu'ils ont monté ensemble un parti politique. Il occupait le poste de secrétaire général adjoint du parti, je crois que c'est le BDG. Le Bloc démocratique gabonais. Voilà, et puis il était conseiller territorial, il était député, il était également maire de Mouila, avant de devenir ministre donc, de l'agriculture et de la production agricole, ministre de la justice, ministre de la fonction publique et puis vice-président de la République en charge du gouvernement. Donc voilà un peu les postes qu'il a occupés au niveau de l'exécutif. Donc avant d'aller au village, lorsqu'il allait se reposer, il était grand chancelier des ordres nationaux. Donc voilà, et en 1978, il est décédé. Lorsqu'il est décédé, il était grand chancelier des ordres nationaux. Donc, voilà, donc là vous avez brièvement le parcours de Paul-Marie Yembi, dont on a qualifié comme étant un acteur politique le moins instruit. Alors que là, vous voyez bien son parcours. Il était gérant justement d'une grande unité productive, ensuite secrétaire général adjoint du parti Léomba, le BDG, Bloc démocratique gabonais. Ensuite, il est conseiller territorial. Conseiller territorial, le père de Gérard Yembi va être élu député. Imaginez un député à cette époque. Le député, il est également élu maire. Et le maire, il est ministre justement de l'agriculture. Ministre de l'agriculture, il est ministre de la justice. Ministre de la justice, il est ministre de la fonction publique. Et ensuite, il est vice-président de la République. Donc, toutes les frasques illusoires que les gens vous ont racontées, que le Paul-Marie Yembi était moins instruit que certains dont on a qualifié de véritables pédants, de véritables sophistes, alors que la réalité, c'est que Paul-Marie Yembi était un brillant intellectuel et rien qu'à travers son parcours, et comme son fils le dit, qu'il a terminé grand chancelier, voilà, en reconnaissance de tous les services rendus à la nation gabonaise. Donc nous voulons rendre un hommage particulier à titre posthume à ce grand commis de l'État, ce commis d'administration, cet acteur politique qui nous a bercé à travers justement la rigueur de son esprit, à travers son intelligence et son professionnalisme. Et là, vous avez Gérard Yembi, le temps que je fasse un tour vers justement celui qui était Paul-Marie Yembi. Et là, donc, vous avez là, voilà, vous voyez bien, c'est pratiquement le jumeau de son père. Et là, vous avez Paul-Marie Yembi, ministre de la production agricole, conseiller territorial, BDG de la Gougne. Voilà. Donc, c'est ce monsieur-là qui n'était rien d'autre que Paul-Marie Yembi, dont les Gabonais ont détruit justement son intégrité morale, mais également ont tenté de détruire sa carrière sur tous les plans. On l'a qualifié de tous les noms d'oiseaux à travers des frasques, à travers des fausses périphrases qui seraient celui-là qui aurait dit que le Gabon est un pays patateux, manioqueux, bananeux, sous un soleil agnangoleux. Donc je vous informe que ce sont des histoires. Il faut arriver à restaurer la dignité de ceux compatriotes et nous sommes là justement pour rétablir l'ordre, pour rétablir justement le personnage de Paul-Marie Yembi. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, le chef d'État, Briskoto Legingaba, est allé du côté de l'Angounier honorer la mémoire de ce grand homme d'État. Et nous voulons également au passage remercier et féliciter Brice Clotaire Olivier Gema qui a compris la nécessité de commémorer le mort, la nécessité de reconnaître tous les efforts qui avaient été consentis par ce grand leader de l'Angounier forte. Monsieur Gérard Yembi, on vous connaît également comme étant un acteur politique étatique à travers votre formation politique, le M60, mais les Gabonais ignorent également une autre facette de vous, à part connaître que vous êtes également un expert comptable. Est-ce que vous pouvez également nous tracer votre sillon, votre carrière administrative, votre carrière également scolaire et universitaire, pour que ces gens-là puissent comprendre que vous n'avez fait qu'hériter ce que fut votre père et que tel
un adage dit tel père, tel fils, et malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Monsieur Gérard Yembi, essayez de nous décliner votre identité et prenez le temps qu'il faut pour que les Gabonais puissent véritablement savoir qui vous êtes. Bon, j'ai fait mes études supérieures ici à l'IOB, donc à l'Institut national des sciences de gestion. Ensuite, j'ai fait une autre partie en France, donc aux arts et métiers. Et puis je suis rentré au Gabon, donc j'ai été recruté en France. J'ai commencé dans une grande entreprise de la place, dans le Haut-Togo, qui faisait dans les mines, donc j'étais stagiaire. Ensuite, j'ai continué à BICIG, donc j'étais auditeur. Après BICIG, je suis allé dans une autre boîte qu'on appelle Sogec, donc là-bas j'étais chef comptable. Ensuite, j'ai fait le concours de BGFI, je crois que j'étais major. Très bien. Je suis rentré à BGFI en 2004 et je suis sorti de là chef de département, donc de toute la comptabilité de BGFI. Wow. Ensuite, je suis allé à Move Gabon, j'ai fait également 2 ans, j'étais chef de département aussi de la comptabilité. Après, je suis allé à Sobraga, j'étais directeur de la comptabilité donc pendant 4 ans. Ensuite, après Sobraga, j'ai monté un cabinet d'expertise en 2013-2014. Et depuis, je fais dans l'expertise comptable. Voilà. À côté de ça, j'ai avec des amis, monté un mouvement qu'on appelle le M60, Absolument. dont je suis le président. Absolument. Et on a essayé de mener des activités sur le plan politique, on fait des propositions, on essaie de fonctionner comme un parti. Voilà, donc là vous avez également ce brillant parcours justement de Gérard Yembi qui est, comme je vous le disais, à l'image de son père, non seulement une image emblématique de manière physique à tout point de vue, et là le cerveau également est le même que son père, et il est expert comptable, il a travaillé justement à BGFI avec Henri-Claude Oyema, où il était chef de département également comptabilité, il était également chef de département comptabilité à Move, ensuite à Sobraga, donc c'est un véritable expert comptable, c'est un économiste de renom et c'est à juste titre que je me fais le devoir justement de l'interroger aujourd'hui par rapport à la situation politique, économique et sociale de notre pays. Et il vous l'a dit également qu'il est responsable d'un parti politique appelé M60 et il accompagne la politique, justement, la vision du chef d'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Gérard Yembi, nous sortons justement du dialogue national inclusif avec un vote qui a été plébiscité par le peuple gabonais. Le chef de l'État a été élu à hauteur de 94%. 94%, c'est un véritable score stalinien. Voilà, c'est un score stalinien, un score russe. Et comment est-ce que vous avez apprécié ces résultats-là? Comment est-ce que vous avez également apprécié l'ambiance de la campagne? Bon, déjà au niveau des résultats, il faut savoir que c'est vraiment le reflet de ce que le peuple voulait. C'est vraiment le reflet du peuple. Et puis, c'est aussi, comment je peux dire, comment on appelle, la conséquence de ce qui s'est passé le 30 la manifestation de ras-le-bol également. Voilà, le 30 août. C'est-à-dire qu'après le 30 août, le général, avec son équipe de CTRI, n'est-ce pas, cette équipe-là s'est vraiment mise au travail. Ouais. En donnant une nouvelle espérance aux populations. Oui, voilà. On a vu des chantiers, on a vu beaucoup de choses se faire. Ouais, ouais. Et ça a suscité beaucoup d'espoir. Tout à fait. Donc on s'est dit, si en quelques mois, le général et son équipe arrivent à faire ça, mais si on lui donne 7 ans, ça va être encore beaucoup mieux. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment tout ce qu'il a posé comme acte a suscité une forte adhésion. Tout à fait. Et c'est cette adhésion-là qui s'est traduite effectivement dans les urnes. Où on retrouve des résultats de 94,85. Vraiment, c'est quelque chose. C'était une élection qui était crédible, transparente, vraiment sans conteste. Et d'ailleurs, elle n'a même pas eu de contestation. Voilà, encore moins de recours en annulation. Non, c'était aucune objection. Voilà. Aucune objection. Voilà.
Voilà, que ce fut une élection propre, sans objection. Et Gérard Yembi vous l'a expliqué, c'est compte tenu justement de l'implication du chef de l'État dans ce processus-là, et qui a fait que les Gabonais ont apporté leur totale adhésion pour permettre à Brice Clotaire Oligui Nguema de poursuivre justement les travaux qu'il avait démarrés depuis la période transitoire. Brice Clotaire Oligui Nguema vient également de nous dévoiler à quelques mois sa nouvelle architecturation gouvernementale avec un vice-président de la République appelé Séraphin Mundunga. Séraphin Mundunga qui fut également un allié fidèle d'Ali Bongo Dema, où il occupait pratiquement 5 postes et où il a terminé sa course comme étant vice-premier ministre chargé de la justice. Vous avez également une autre figure emblématique, c'est Alexandre Barreau-Chambré. Il faut également vous rappeler que Séraphin Mundunga est détenteur d'un doctorat en droit. Et vous avez Alexandre Barreau-Chambré, ce brillant économiste, député, et c'est membre d'ailleurs de la communauté internationale, à savoir les institutions de Bretton Woods. Donc Alexandre Barreau-Chambré était brillant économiste et il a fait ses preuves aujourd'hui. Nous ne pouvons pas contester la brillance, justement, l'intelligence, le cerveau de ce compatriote. Il fut d'ailleurs ministre du budget chargé de la privatisation avec notre frère Jean Yegendon et Santurel Ngoma Madungu. Et M. Gérard Yembi, nous allons partir par l'analyse de chaque personnage. M. Gérard Yembi, Séraphin Mundunga, fut quand même un membre influent du gouvernement d'Ali Bongo Dema. Et tout le monde le sait, tout le monde sait d'ailleurs que c'est Séraphin Mundunga qui avait pratiquement radié l'ancien directeur général justement de l'école de la magistrature et membre également de l'Angoudé Forte que vous connaissez très bien, ce brillant magistrat qui aujourd'hui se retrouve en difficulté. La nomination de Séraphin Mundunga comme vice-président de la République, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, déjà, il faut déjà regarder la composition de cette équipe, de l'exécutif dans son ensemble. C'est, comme on appelle, une équipe qui est déjà équilibrée sur le plan géopolitique. C'est très important. Ah, c'est très important. Voilà, il y a déjà un équilibre géopolitique. Vous voyez, le président, il est, très important, il est du Haut-Tougoué. Ensuite, son vice-président, il est du sud de la Nyanga. Et puis ensuite le chef du gouvernement, il est du Bénin. Donc vous voyez que vraiment sur le plan, il y a un équilibre géostratégique d'ailleurs. Sur le plan géopolitique, c'est bon. Maintenant, s'il faut maintenant aller au niveau des personnages, Mundunga, c'est quelqu'un qui est très politique. Okay? Il est très politique. Et puis quand vous regardez la Nyanga, au niveau des scores pour la présidentielle, la Nyanga a réalisé un très bon score. Un très bon score. Ok, un très bon score. Donc Mundunga, il est vraiment politique. Et ensuite, on va descendre au niveau du vice-président du gouvernement, Chambrier. Alexandre Barreau-Chambré. Voilà, c'est un économiste, c'est quelqu'un de technique. Et aujourd'hui, la situation générale du pays est telle qu'on a besoin des économistes pour relancer la croissance. Voilà, on a besoin de relancer le pays. Et pour relancer le pays, qui mieux que quelqu'un comme de la trempe de Chambrier. Donc voilà un peu... Vous avez également votre ancien patron, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. J'en viens, je n'ai pas oublié. Et puis au niveau du ministère de l'économie, des finances, des participations, de la dette et puis de la vie chère, là vraiment on a sorti une pépite. Absolument. Alors là, le casting est vraiment bon. Pour moi, c'est l'un des meilleurs choix de la structure gouvernementale. C'est un très bon casting. Aller, comment on appelle, rechercher une ressource de cette envergure. Henri Claude Hima. Le président a fait vraiment il est allé vraiment haute mer. Absolument. Le président allait en haute mer. Très bonne capture. Et vous allez voir, j'ai travaillé 4 ans durant avec M. Hima, j'étais son collaborateur direct. Je connaissais monsieur, d'abord il est d'une grande probité, c'est quelqu'un de très strict, très rigoureux, et il ne pilote pas à vue. C'est quelqu'un qui fixe des objectifs et il réalise toujours ses objectifs. Et il est très, vraiment là, je pense que le Gabon va être sur de bons rails. Attendez-vous dans les 6 mois, 1 an, 2 ans qui suivent, vous allez voir la trajectoire sur laquelle il va positionner le pays sur le plan économique
et financier. Effectivement, vous faites bien de le dire, monsieur Gérard Yembi. Henri-Claude Ohima, c'est quand même un Gabonais totalement particulier. C'est un banquier qui a fait de très brillantes études du côté des États-Unis d'Amérique. Et ce compatriote aujourd'hui a apporté la preuve qu'il est possible également pour les Gabonais de rêver, d'avoir une espérance un peu plus reluisante. Il a pris BGFI avec un effectif de 200 personnes. Aujourd'hui, BGFI a pratiquement plus de 2000 personnes et cette entreprise nationale est parvenue à s'internationaliser. Vous trouverez BGFI au Congo, au Sénégal, en France, un peu partout dans la sous-région. C'est donc Henri-Claude Ohima est une véritable fierté, une véritable pépite d'or dans le cadre justement de la gestion des finances, de la gestion des banques. Donc c'est un meilleur choix et ce choix-là est pratiquement incontestable pour nous qui avons quand même un minimum de base en économie. Mais il y a Wilfried Okumba Kamitatou, Léni Danjougou, et qui a quand même traîné un certain putula à l'encontre d'Henri-Claude Ohima, dont il a qualifié de tout le nom d'oiseau. Je ne sais pas sur quelle base est-ce que Wilfried Okumba Kamitatou arrive comme ça à tenter de détruire justement la carrière de tout un homme politique qui a bâti sa notoriété sur le travail, sur sa détermination, sur un certain nombre de gestion, de rationalisation des entreprises publiques. Comment est-ce que vous appréciez ce genre d'attitude des Gabonais qui n'arrivent toujours pas à reconnaître la valeur des personnes? Non, mais la valeur de Henri-Claude Ohima est reconnue déjà dans la sous-région, dans toute l'Afrique, je dirais, mais même mondialement. Tout à fait. Okay? Sa compétence est reconnue, sa valeur est reconnue. Et les résultats qu'il a apportés avec le groupe BGFI Bank parlent d'eux-mêmes. Absolument. C'est visible. Voilà, donc il n'y a pas de commentaire possible. Donc quelqu'un qui a fait cette preuve comme ça au privé, si on lui donne l'administration des finances et l'économie au niveau du public. En plus pour redresser le col. Il faut attendre et vous allez voir les résultats. Moi je suis convaincu que tous les programmes qu'il va mener, il va les mener à bon terme et il va redresser l'économie du pays. Voilà, Jean-Henri-Claude Ohima va redresser l'économie du pays. C'est l'objectif qui est d'ailleurs poursuivi, qui lui a été assigné par Biscoté Oligui Nguema. Et nous avons vu à travers une interview d'une chaîne de télévision internationale et particulièrement une chaîne de télévision française où la journaliste avait dit que le taux d'inflation au Gabon se situait à pratiquement 5%. Et Henri-Claude Ohima de dire que ce n'était pas vrai du tout et que le taux d'inflation se situerait à 1,5%. Donc c'est pour illustrer l'expertise, le professionnalisme de notre compatriote. Et il y a eu également une autre question sur le désendettement de l'État. Cette journaliste-là qui mettait pratiquement des pièges par-ci par-là, mais elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un véritable professionnel, un véritable expert banquier. Et Henri-Claude Ohima dit que le désendettement de l'État n'était pas en réalité une priorité pour le gouvernement. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait fâcher notre compatriote, et sans qu'il ait suivi justement l'explication de ce qu'il a dit. Parce qu'il le disait que non seulement le désendettement de l'État n'est pas une priorité, mais en plus, la véritable priorité serait l'exécution du programme de société du chef de l'État sur la base duquel il a été élu. Et c'est en cela que j'ai trouvé justement le génie, la spécificité de notre compatriote qui a compris qu'il doit d'abord se battre pour la relance de la croissance économique. Et pour relancer la croissance économique, il faut bel et bien des ressources financières pour pouvoir agir sur les politiques keynesiennes. Monsieur Gérard Yembi, vous qui êtes un expert comptable, le chef de l'État gabonais à l'époque avait justement mis Alexandre Barrot-Chambrier comme ministre du budget chargé de la privatisation. Et on avait mis ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel qui consistait au désengagement de l'État de l'activité productive, la restructuration, mais également les privatisations. Malheureusement, après quelques années, le bilan a été catastrophique et aujourd'hui, nous constatons une résurgence, une recrudescence de l'État qui devient pratiquement avec une mainmise à l'intérieur de plusieurs entreprises qui autrefois étaient déjà des entreprises para-étatiques. On en veut pour preuve le cas de la Sogatra aujourd'hui, avec des déficits chroniques, avec une dégradation d'ailleurs de sa balance de paiement. Vous avez le cas de la Poste et au conseil du ministre hier, on a dit pratiquement que la Poste
la banque est à l'agonie, est à l'asphyxie, voire même une banqueroute. Et il y a d'ailleurs même un point social qui a été initié dans ce sens-là. Comment est-ce que vous appréciez l'atmosphère économique actuelle de notre pays? Bon, il faut déjà bien cerner le problème des privatisations. Le Fonds monétaire international n'a jamais permis le développement ou la croissance durable d'un pays dans le monde avec ses programmes. Avec le Fonds monétaire, on est au 17e programme. Comment après 17 programmes, la situation économique du pays continue de se dégrader? Ça veut dire qu'il y a un problème. Absolument. Et jamais on atteint le taux de croissance même de 7 à 8%. Voilà, là, on va rentrer dans le 18e programme avec le fonds. Donc ça sert à quoi? Mais M. Gérard Yembe, justement... Tel que le fonds nous propose n'est pas bon. Mais M. Gérard Yembe, mais c'est justement ce qu'a dit votre patron. Voilà, qu'à savoir que le modèle du Fonds monétaire international est totalement inadapté, inapproprié avec la réalité du peuple gabonais et que lui également, il s'impliquerait dans la modernisation de ce programme-là pour que ce programme puisse susciter la croissance économique tant attendue par le peuple souverain. Vous pouvez continuer à poursuivre votre argument. Il faut un modèle qui vient de nous. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, définir les termes de ce modèle-là. On définit les termes, ensuite on propose au Fonds monétaire et le Fonds monétaire nous accompagne. Je prends le cas, par exemple, des entreprises aujourd'hui qui sont à l'agonie. Sogatra, les Transub, la Poste. Mais toutes ces entreprises publiques-là, normalement, elles devaient contribuer à la richesse du pays. Tout à fait. Mais au lieu de ça, c'est l'État qui souffre. Qui subventionne toutes ces entreprises. Ok. Or là, on va arriver à un moment où on ne pourra plus tenir. Puisqu'aujourd'hui, le baril du pétrole, il est à 65 $. Imaginez qu'au niveau de l'Ukraine, les choses s'arrangent. L'Iran s'entende avec les États-Unis. Et il y aura encore un afflux de pétrole. Ça veut dire que le coût du baril va encore progressivement baisser. Voilà. Nous, il faut qu'on se prépare à ces chocs-là. Il faut qu'on anticipe. Donc, pour anticiper dans le prochain programme avec le Fonds monétaire, il faut qu'on règle le problème de ces entreprises-là. Il faut qu'on les restructure. Je prends le cas, par exemple, comme on a pris le cas de la Poste là. Il faut restructurer. Et le point important dans les restructurations en matière d'entreprise, c'est par exemple le coût du plan social. Parce que ces entreprises-là, il y a des gens, je prends la il y a peut-être 600, 700 agents. Il faut dégraisser, il faut enlever peut-être la moitié. Lorsqu'on fait cette opération-là, il y a un coût. Mais ce coût-là, il faut le préparer, il faut l'étudier, il faut évaluer, il faut proposer des départs volontaires et puis l'intégrer dans le programme. Ok. Si on dit par exemple que le programme avec le Fonds monétaire, c'est par exemple 400 milliards et que le coût des restructurations des entreprises publiques et parapubliques, c'est par exemple 100 milliards, on intègre ça dans le programme et lorsqu'on vient au fond, on présente, on dit au fond, voilà, nous, on va aménager nos entreprises publiques et parapubliques, mais le coût, c'est celui-là. Donc, il faut que ça soit intégré. On est obligé d'aller. Et ça va permettre à l'État de se désengager en termes de subventions. Là, les subventions pourraient être réduites de moitié parce que l'objectif, c'est 0 subvention. Mais comme on doit le faire progressivement, il faut un plan, il faut un programme. Mais M. Gérard Yembe, comment justifier justement le fait que ces entreprises publiques soient dans une situation aussi chaotique? Or, le rôle majeur d'une entreprise, c'est de maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Le rôle d'une entreprise, c'est d'engager les profits. Mais qu'est-ce qui peut justifier une certaine atomie, une certaine apathie, une certaine malgouvernance, une certaine mauvaise gestion de ces entreprises publiques? Non, c'est simplement parce que les organes qui, n'est-ce pas, s'occupent de la gestion et du contrôle de ces structures-là sont sous la coupe de certaines personnes. Tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un... Les parachutages, par exemple. Le directeur général, il va soulever tout son village, il l'amène à son cabinet, il commence à... Donc il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. On ne laisse pas... Sans compter les salaires qui sont quand même assez élevés pour ces personnes. On ne laisse pas ces structures-là fonctionner normalement. Une entreprise, lorsqu'elle fonctionne, on a la direction générale, on a le conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui définit les orientations, les objectifs, qui fixe le cap. Et la direction générale ne fait que exécuter, mettre en œuvre tout ça. Et ensuite, derrière, il y a des contrôles qui doivent être périodiques pour s'ajuster. Or là,
Parfois, la direction générale est livrée à elle-même. Et des fois, il n'y a même pas une agence comptable. Mais justement, il n'y a même pas pas de reddition de comptes, pas d'état financier, pas de contrôle. Donc, elle fonctionne comme ça. L'État ne sait que pomper, alimenter. Mais monsieur Gérard Yembi, moi, par rapport aux entreprises dont on a cité également, il y a également l'Octroi. Et puis la caisse câble également qui semble être engluée également dans les mêmes difficultés. Oui, ça dit qu'il y a des entreprises. L'Octroi, c'est un autre modèle. Ouais. Ok. L'Octroi, c'est une filiale de Eramet. D'accord. Avec Comiloc. Donc ça, c'est un autre cadre. D'accord. Ok. Donc là-bas, les financements viennent plus du privé. Et puis l'État aussi peut parfois intervenir. D'accord. Hein? Mais du côté de la caisse câble. Voilà, la caisse câble, ça c'est un établissement public. Ouais. Ok, là c'est un établissement public, donc qui vit également avec les subventions de l'État. Maintenant, il faut connaître quelles sont les missions réelles de la caisse câble. Qu'est-ce que la caisse câble apporte? Je sais qu'il y a un volet qui est péréquation. Ok, par exemple, tout ce qui est hydrocarbures. Voilà. Mais il y a l'autre volet. C'est la plus grande partie d'ailleurs. Sur comment on appelle les plantations, le café, le cacao et autres. Donc ces structures-là, il faut effectivement étudier toutes les missions, regarder pourquoi ça traîne, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi l'État... Si ça fonctionne, les volets qui fonctionnent, on les garde, mais dans tous les cas, toutes les structures publiques... Et M. Gérard Yembi, je vous informe que la caisse câble, lorsque vous êtes conseiller la caisse câble, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce ne serait pas, ça aurait pas été justement cet endroit-là où je devais atterrir. Parce que c'est près de 4 millions de francs CFA par mois pour un conseiller à la caisse câble. Malheureusement, lorsque le chef de l'État m'a demandé de choisir, moi j'avais choisi la mairie, et la mairie là-bas, bon, vous connaissez mes anciens déboires avec mes amis de l'hôtel de ville, avec mes anciens membres du Parti démocratique gabonais. Donc, ils ont vite fait de faire disparaître ma nomination. Oui, mais au niveau des établissements publics, ce qui est sûr, c'est que les salaires, les indemnités, ça doit être plafonné. Ouais, voilà, il faut également un plafonnement. On ne doit pas dépasser, je ne sais pas, peut-être 5 millions. Très bien. Conseiller, vous ne devez pas dépasser, je crois, 3 millions. Mais vraiment, il faut plafonner tout ça. Ce sont des indemnités qu'il faut plafonner. Ça, c'est d'abord le premier point. Et puis le deuxième point, il faut regarder l'utilité, quelle est la performance, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça aide, c'est un outil qui est vraiment au service de l'État, est-ce que ça aide vraiment le pays? Si ça aide le pays, on continue, mais comme je disais, il faut regarder tout ça de près et puis faire les aménagements qui sont nécessaires pour rendre l'outil plus performant au service du pays. D'accord. Il faut tout faire pour rendre l'outil de plus en plus performant. Il y a également des organismes financiers internationaux, et en l'occurrence d'ailleurs même les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et qui avaient également recommandé l'État dans une espèce de transparence dans la gestion justement des deniers publics. Ils ont parlé également de la transparence dans les industries attractive. Et là, nous avons vu une des décisions également du Conseil des ministres et qui recommandait également la mise à disposition justement de toutes les parts des différentes ressources minières à l'intérieur de notre comptabilité publique, de telle sorte que la loi des finances puisse être claire, qu'on sache que le pétrole a dégagé telle part, le bois telle part, le manganèse, l'uranium, le zinc, le fer et autres. Et là, c'est quand même une des mesures assez salvatrices de ce Conseil des ministres. Bon, disons ce que moi j'ai compris, c'est qu'il faut d'abord arriver à faire ce qu'on appelle l'inventaire de tout le patrimoine. Absolument, ils ont parlé de ça, tout à fait. Minier, halieutique. Le chef de l'État l'a recommandé, justement. Il a recommandé au ministre de pouvoir faire cet état de lieu, cet inventaire. Voilà. Okay. Ouais. Ça, c'est d'abord un point qui est important. Maintenant, le deuxième point, les revenus du Gabon, que ce soit dans le domaine du bois, dans le domaine du pétrole, des hydrocarbures, et du gaz et autres. Là-bas, c'est une autre affaire, parce que les revenus qui alimentent le budget, on a les impôts et taxes, on a les redevances, et puis on a aussi parfois les dividendes, parce que parfois l'État a des participations dans ces entreprises-là, donc c'est une forme de rémunération. Voilà, donc on a ces points-là. Et puis l'État aussi peut avoir aussi, par exemple au niveau du pétrole, c'est plus de participation. Oui, voilà, donc peut vendre également sa partie du pétrole. Donc
je prends un exemple, par exemple une filiale comme Total. Total, lorsque Total vend le pétrole, il y a la part de Total, ok? Il y a aussi la part de l'État. Tout à fait. Donc Total fait ce qu'il veut de sa part. Mais nous, notre part, emprunte d'autres circuits pour atterrir dans nos comptes à la BEAC. Ok? Et c'est à partir de là, avec ces fonds-là, qu'on arrive à régler nos problèmes d'importation. Ok? Si nos parts qui tombent à la BEAC sont faibles, on aura des soucis au niveau des importations. Tout à fait. On importe énormément. Énormément. Okay? Énormément. Donc c'est là où il y a souvent des soucis, où l'État est obligé parfois de faire des habitats, dire non, écoutez, là, on va essayer par exemple de diminuer les importations. On va prendre les importations qui sont vraiment importantes, qui sont utiles. Parce qu'au niveau des réserves de change, on a du mal, par exemple, à couvrir comment on appelle, la durée des importations, qui peut être de 2, 3, 4 mois, ça dépend. Mais M. Gérard Yembe, le Gabon a obtenu ce qu'on appelait le boom pétrolier en 1973. Mais de 1973, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on n'arrive toujours pas à diversifier l'économie de notre pays? Nous continuons à être une économie de rente au lieu de devenir une véritable économie de production. Et là également, je pense que le nouveau ministre justement du budget et autres en a suffisamment parlé sur la nécessité d'arriver à une véritable réforme, une transformation, une nouvelle reconfiguration de notre économie pour prendre en compte cet ensemble de paramètres, c'est-à-dire investir également dans le secteur primaire tel que l'agriculture, le secteur secondaire à travers l'industrie, mais également le secteur tertiaire. Est-ce que vous pensez très honnêtement qu'avec la structure gouvernementale qui est celle-là, il est possible de véritablement arriver à améliorer les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de développement humain de notre pays? Bon, pour améliorer tous ces indicateurs-là, il faut passer à la phase de transformation. C'est-à-dire que tout ce que vous tirez du sol, du sous-sol, si vous transformez sur place, en allant sur les marchés, ça a plus de valeur. Et plus ça a de la valeur, plus ça crée la croissance. Et c'est avec la croissance qu'on peut par exemple étouffer le chômage des jeunes. Tout à fait. S'il n'y a pas de croissance, c'est impossible. Il n'y a rien. Or, la croissance, pour la tirer, c'est en transformant l'économie. Mais si vous allez avec l'économie de rente, ou vous vous contentez de quelques barils, la vente des matières premières, vous ne pouvez aller nulle part. Ouais. Regardez même le secteur pétrolier, regardez, ça m'a fait le point des embauches dans le secteur pétrolier, c'est faible. Oui, très faible. Donc il faut transformer, c'est-à-dire que si vous produisez des tomates, il faut par exemple une usine de transformation de tomates. Imaginez une usine de transformation de tomates, même dans la zone de Mouila ou même à Lambaréné. Donc tous ceux qui produisent la tomate dans le périmètre viennent vendre, parce qu'eux ils ont seulement la contrainte de produire. Ils produisent, ils viennent, on prend cette tomate, voilà, on transforme. Donc la petite boîte, la moyenne, la grande. Ça veut dire qu'on va inonder les marchés ici avec la tomate Made in Gabon. Donc les tomates qui viennent d'ailleurs, on dit oh, restez là-bas, nous on a notre tomate ici. Vous voyez comment ça va déjà créer des emplois. Ouais. Donc c'est la transformation. Il faut transformer l'économie. Mais pour transformer, il faut de l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie, ne pensez même pas à l'industrialisation. Oui, très bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut, au niveau de l'énergie, pour régler le problème de l'énergie, il faut au moins 3 veilles. Aujourd'hui, vous avez vu les délestages, les coupures. Mais c'est parce que... Coupure intempestive. Il faut 3 veilles. Il faut une veille qui s'occupe des urgences. Des urgences. Par exemple, les coupures là, une veille, une équipe, ce qu'on appelle une veille, qui s'occupe des urgences. Une autre veille qui s'occupe des problèmes dans 6 mois, 1 an. Moyen terme. Une autre veille des qui prévisions. s'occupe des problèmes, au moins 3 veilles. La veille des urgences, la veille du moyen terme et la veille du long terme. Absolument. Chaque veille se concentre sur, par exemple, les veilles de long terme, eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est barrage, tout ce qui est barrage hydroélectrique, centrale à gaz et autres. Les veilles moyen terme, eux, ils vont s'occuper de tous les problèmes organisationnels, mettre les structures en place. Mais M. Gérard Yembi, avec autant de cours d'eau, nous avons le Goué, avec ses enfants, nous avons la Passa, nous avons le Komo, nous avons le Wele, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui peut justifier que nous n'arrivons pas à régler cette problématique qui a d'ailleurs été contenue dans le projet de société du chef de l'État comme étant une priorité? L'accès à l'eau potable et l'accès à l'énergie. Justement, un barrage comme ça, de cette nature, ces barrages, on parle de 400, 500 milliards.
On trouve ça ou comment? Mais monsieur Gérard, il y a les fourrages également qu'on peut faire. Oui, les fourrages. Et quand même, ne serait-ce qu'une eau domestique. C'est pourquoi je parlais de veille. Ok, je parlais de veille, court terme, veille, moyen terme, veille. C'est-à-dire que la veille, court terme, comme il y a des problèmes urgents à régler, on fait par exemple les forages. Tout à fait. On prend les panneaux solaires. Tout à fait. Solaires, voilà. Ça, c'est vraiment le problème qu'il faut régler d'abord pour que les stabiliser. Voilà, oui, voilà. Et puis les autres veilles prennent le relais. Très bien. Mais ça, il nous faut des ressources suffisantes. Ce n'est pas avec les ressources qu'on va aller lever à la CEMAC, Ouais. sur le marché CEMAC. C'est faible. C'est faible. Très faible. Il faut qu'on se rapproche des Chinois. Les Chinois ont suffisamment de cash. Les Chinois avec les taux d'intérêt très faibles. Les Chinois peuvent nous mettre 15 000 milliards sur la table. Avec les 15 000 milliards, on efface la dette. C'est-à-dire que les dettes qui sont AFD, BAD, Fonds monétaire, international, on efface. Les 7 000 milliards, on efface. Il nous reste encore 8 000. Maintenant, les 8 000 milliards, là, on dit on va faire les barrages, on va faire les routes, on va faire ceci. Et les 15 000 milliards qu'on doit aux Chinois, on dit aux Chinois, bon écoutez, laissez-nous ça par exemple sur 30 ans. Les Chinois ne vont pas livrer. On va rembourser peut-être chaque année, peut-être 500 millions. Si, le fonds. Et on a réglé tout le point. On a réglé la dette. Donc, concentrons-nous, allons-y vers les Chinois, ils vont nous aider. Mais comme on a peur, et les Français, dès qu'ils vont commencer à écarquer les yeux, on va reculer. Voilà le problème de fond. Mais M. Gérard Yembi, est-ce que le problème de fond également n'est pas lié à notre incapacité justement de mettre en place des mécanismes non seulement de désendettement de l'État, de la lutte contre la corruption, mais également la rationalisation de nos ressources, arriver quand même à réduire les charges de l'État. Nous sortons d'un dialogue national inclusif. Quelle était la nécessité pour nous d'avoir 2 vice-présidents de la République, sachant bien que ces 2 vice-présidents vont occasionner quand même des charges, sans compter les 2 vice-présidents, voilà qu'on nous fait augmenter encore le nombre des élus nationaux. On quitte de 120 députés à 145 députés et 70 sénateurs. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas réduire progressivement le train de vie de l'État? Et nous voyons bien le train de vie dispendieux de l'État. Là, il y a une forte mesure également que vous devez commenter, et celle de la suspension des baux locatifs par le traitement des baux locatifs par l'actuel ministre du budget de l'économie, donc notre brillantissime banquier Henri-Claude Oyema. Le cas du ministère des Affaires étrangères, par exemple, qui est le cas que je connais le mieux, puisque moi-même je suis agent du ministère, on loue pratiquement 4, voire même 5 immeubles de Seydou-Kad. Comment justifier qu'un État, dans son propre pays, soit locataire auprès d'un particulier qui a travaillé par le passé avec ce même État? Et là, j'ai même appris encore qu'il y a un autre immeuble, c'est-à-dire l'immeuble où il y a le ministre chargé des institutions avec le gouvernement, avec les institutions parlementaires. Lui également, il est locataire d'un autre immeuble de Seydou-Kad. Et c'est sûr que les cas comme ça, nous pourrons les multiplier, puisque nous avons vu le Conseil d'État, d'ailleurs, être locataire auprès de Marie-Madeleine Mbourancho du côté de l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté affirmée, une volonté affichée de continuer à garder l'État gabonais dans cette situation de dépendance totale au mot locatif? Bon, déjà, c'est une situation qui est difficile à supporter. L'État ne devrait pas être locataire dans son propre pays. Ça, c'est clair. Mais je pense que le président a pris conscience de ça. Tout à fait, avec les investissements pour la cité émeraude. Voilà. Donc, et d'ailleurs, nous en reparlerons encore là tout à l'heure. Il y a des investissements qui se font dans ce sens. Le ministre de l'économie a suspendu effectivement le paiement des baux administratifs. Parce que là, il y a des arriérés. Avec une augmentation de plus de 300 et quelques. Il y a des arriérés. En 5 ans. Je crois qu'ils font à peu près 30 milliards. Ouais. Et puis, il y a l'encours. On est à peu près autour de 55 milliards. Le ministre parlait justement de 71 milliards. Bon, on est autour de ces... Il faut ajouter encore... oui, bon. Donc, déjà, c'est trop. Oui, c'est exagéré. Il faut s'arrêter. Il a dit. Il faut s'arrêter et puis éplucher chaque dossier. Analyser. Mais bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas des contrats qui sont surévalués? Surfacturés d'ailleurs. Surévalués. Est-ce que ces contrats également n'ont pas d'anomalie? Est-ce qu'il n'y a pas de faux contrats? Absolument. Est-ce que donc il faut prendre ce dossier, l'éplucher, faire un audit sérieux et puis pouvoir clair. Ok, pouvoir clair. Dès que ce travail sera fait, après je pense... Et si on découvre qu'il y a les fraudes, est-ce qu'il ne faut pas ester ces gens-là en justice également pour qu'ils puissent répondre? Il y aura des conséquences. Mais quand même. Il y aura des conséquences. Maintenant, ce travail va être fait, il y aura des conséquences.
Et puis si on estime que, tiens, ce bâtiment-là, par exemple, il est nécessaire, il est utile, indispensable, et que le coût est élevé, on appelle le propriétaire, il revoit le coût. Mais M. Gérard Yébé, si on analyse justement comment ces gens-là ont pu acquérir ces bâtiments et qu'on découvre que la réalité c'est que ce sont des bâtiments de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement parce qu'on voit mal ces personnes avoir dans un petit pays où la croissance économique n'est pas au rendez-vous, qu'un seul individu arrive comme ça à construire 7 immeubles, 7 ou 8 étages. Où est-ce que ces gens-là arrivent à trouver cet argent? C'est l'intérêt de ce travail qui va être fait minutieusement. Très bien. Voilà, il y aura des conclusions et puis après l'État prendra ses responsabilités. Voilà, l'État prendra ses responsabilités et nous encourageons très vivement l'actuel ministre de poursuivre ces audits-là pour pouvoir traquer toutes ces personnes-là qui arrivent à spolier l'État, qui arrivent justement à augmenter la dette intérieure de notre système étatique. Il y a également une de notre problématique où le chef de l'État a contenu dans son projet de société, c'est-à-dire l'entrepreneuriat des jeunes avec la recherche de la création de 160 000 emplois. Et là, vous avez un projet phare qui a été initié par le chef d'État, qui est celui d'aider les populations gabonaises à avoir un taxi pour pouvoir s'autonomiser, mais également pour pouvoir arriver à une gabonisation des emplois dans le secteur du transport. Malheureusement, cette opération a toutes les peines et les difficultés. Quel conseil pouvez-vous donner justement à l'égard des gestionnaires de taxi Gab, mais également à l'endroit de ceux-là qui ont pu obtenir à juste titre justement ces taxis-là pour pouvoir subvenir à des besoins primaires? Donc, plusieurs mois après le lancement de ce projet, dénommé, je crois, Taxi Gab, le constat est quand même mitigé. Parce qu'on observe qu'il y a à peu près 50% des bénéficiaires qui remplissent correctement le contrat, donc des engagements, tout à fait, qui sont d'ailleurs un peu serrés. Ouais. Et puis à peu près 30% qui peinent, qui sont à la peine, et puis 20% qui sont complètement abandonnés à côté. Presque à côté de la plaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le modèle du projet qui pose problème. D'accord. Ok? C'est le modèle du projet qui pose problème. C'est le coût du projet qui pose également problème. Parce qu'on parle de à peu près 14 à 15 millions au final. Ouais. C'est très coûteux. Voilà, c'est coûteux. Et 20 000 francs par jour. Et c'est 20 000 francs par jour, je crois, de lundi à samedi. Ouais. Donc, il n'y a que le dimanche où il se repose. Ouais. Mais imagine quelqu'un qui fait, par exemple, un mois hospitalisé sans travailler. Comment il fait pour remplir les critères, ses obligations? Il ne pourra pas. Pour verser 20 000, il ne peut pas. Parce que derrière, je suis sûr qu'il n'y a même pas une assurance. Monsieur Gérard Yembi, moi j'ai essayé de faire le clando également avec la petite voiture dont j'ai pu obtenir la part du chef de l'État. Mais je vous dis, pour avoir 20 000 ou 25 000 ou 30 000 par jour, ce n'est pas rien. Voilà. Ce n'est pas rien parce que vous-même, vous devez payer le carburant. Et toutes les fois, j'avais remarqué que toutes les fois où j'arrivais à avoir 25 000, 30 000, et j'enlève encore 10 000 pour payer le carburant, c'était vraiment une activité assez difficile. Voilà pourquoi le modèle-là, il faut le corriger. Voilà, il faut le corriger. Il faut corriger ce modèle-là. Comment? C'est-à-dire que l'État doit mettre en place une couverture. Une couverture financière. Très bien. En cas de perte, une couverture financière de 3 millions par bénéficiaire de véhicules. Okay? Il met un fonds, une subvention. S'il y a 800 véhicules, ça fait 2 milliards 4, 2 milliards 5. On met cette couverture-là. Cette couverture va servir à quoi? Si toutes les dysfonctionnalités. Voilà. Dès qu'il y a un souci, le gars, il a par exemple fait 2 semaines, il est hospitalisé, il n'a pas pu verser. On va puiser dans la caisse. Voilà, pour couvrir. S'il y a un souci, quel que soit le souci, cette couverture-là vient. Ça veut dire que les chauffeurs eux-mêmes seront moins stressés. Tout à fait. Il va dire, bon, je travaille normalement à un rythme normal, je vais remplir mes engagements, mais si jamais il y a un dysfonctionnement, il y a un problème, on a une couverture qui est là. L'État est en couverture. C'est-à-dire qu'une subvention qui correspond à peu près à 20% du projet global, qui est là pour accompagner. Parce que le rôle de l'État, c'est que ce projet réussisse. Tout à fait, qu'il arrive à terme. Accompagner à terme, voilà. Mais et que ce projet également soit une référence pour les autres provinces, pour l'autre localité. Voilà. Mais il faut que l'État accompagne. Regardez, en France, aux États-Unis, les agriculteurs, quand il y a le souci, l'État fait quoi? L'État va subventionner. Accompagne. Donc il faut que l'État accompagne le projet de Taxi Gab. Vous allez voir, ces jeunes-là vont s'épanouir et ce projet-là va se démultiplier. Ça va encourager d'autres
Ok? Ce qui fait que le coût, au lieu d'être à 15 millions, le coût va revenir peut-être à 12 millions. Ouais. Ça veut dire qu'au lieu d'attendre, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans, le temps sera. Ceux qui vont percuter, ils vont aller. Rentrer en possession de leur taxi le plus rapidement possible. Voilà. Ok? Et puis le coût sera quand même acceptable. Tout à fait. Voilà, c'est un projet qui a été lancé. On a observé. Mais il faut le corriger. Voilà, il faut le corriger. Voilà, il faut que le projet soit corrigé. Et ce sont les propos de l'expert comptable Gérard Yembi. Monsieur Gérard Yembi, il y a eu également un autre projet structurant. Là, les gens n'en parlent plus. Je ne sais pas si ce projet est parti avec le départ de l'ancien Premier ministre Raymond Dossema. C'est le projet justement de Bouvin. Voilà, vous savez qu'il y a eu toute une panoplie de débats sur ce projet structurant dont Dossema avait reçu 7 milliards. Et ces 7 milliards-là ont permis à Dossema de monter une unité productive à travers l'acquisition des vaches du côté du Brésil. Et il y a eu des Gabonais qui sont allés là-bas également s'expérimenter par rapport à cette unité de production. Et la première expérimentation s'est faite du côté justement d'Indende et je crois dans la commune d'Intom. Est-ce que vous avez encore une idée de ce projet-là? Bon, disons que c'est un projet qui a été mis en place, c'est d'abord pour lutter contre la vie chère. Absolument. Okay, pour lutter contre la vie chère, il faut produire en local. Tout à fait. Si vous produisez de façon vraiment importante sur le plan local, vous êtes déjà sur le chemin de combat de la vie chère. Absolument. Ça, c'est de 1. 2, il y a les problèmes de santé publique. Vous avez vu tout ce qui est importé comme viande. C'est des viandes parfois faisandées, ça fait des mois. Même des années. Voilà, donc lorsqu'on mange ça, il y a un problème de santé publique. Vous allez voir que beaucoup de jeunes ont les problèmes cardio, les AVC. Tout à fait. C'est des problèmes qui sont dus à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation est très mauvaise. Très bien. J'ai vu qu'il y a des décisions qui ont été prises, où par exemple le poulet de chair. Tout à fait, d'ici 2027. Voilà, on ne va plus importer. Donc, il faut effectivement lutter contre la vie chère. Ce sont ces programmes-là, ces projets-là. Il ne faut pas lâcher. Donc ça, c'est dans le volet élevage, agriculture. Tout à fait, élevage, agriculture. Et il faut insister, il faut que l'État mette encore un peu plus de moyens, un peu plus de rigueur, voilà, un peu plus de force là-dedans pour développer ces cheptels-là. Monsieur Gérard Yembi, j'ai vu également à l'époque, avec nos grands-parents, où il y avait le développement des rizières. Vous savez que votre très cher oncle également, du job de Vongdiding, qui était également vice-président, comme le fit votre père, avait également des unités de production de riz. Mais malheureusement, il avait été victime justement presque d'un vaste complot compte tenu de ses opinions politiques à l'époque. Et dans le côté également de la Nyanga, il y avait également une autre zone de rizière. Donc on arrivait à cultiver facilement le riz dans nos différentes localités. Il y a eu également à l'époque de mon grand-père où il y avait des étangs où on arrivait à faire l'élevage de poissons. Mais vous voyez que le Gabon a pratiquement plusieurs opportunités de pouvoir se développer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours un blocage? Moi, j'ai vu par exemple du côté de Gouni, où il y a un des frères, justement, d'Henri Claude Oyima, et qui fait également dans l'élevage de poissons là-bas. Il a également ses unités productives. J'ai vu du côté des Amalégués également un ancien ministre qui fait également dans la pisciculture. Est-ce que l'État également ne peut pas s'approprier de tels projets d'envergure pour que les Gabonais puissent avoir au moins un minimum d'emplois, même si ce sont des emplois atypiques ou des emplois précaires, mais au moins ils auront une possibilité de pouvoir s'occuper et nourrir leur famille? Bon, disons que l'État ne peut pas tout faire. D'accord. L'État peut mettre en place des mécanismes pour favoriser, n'est-ce pas, ces projets-là, le développement de ces projets, le lancement de ces projets, mais l'État ne peut pas être au four et au moulin. D'accord. Mal étreint. Tout à fait. Voilà, ce sont des projets, des mécanismes simplement que l'État peut mettre en place pour accompagner, pour aider, et puis après lancer nos champions dans ces domaines-là, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture. Mais je sais qu'au niveau des politiques publiques, il y a beaucoup de mesures, n'est-ce pas, qui ont été arrêtées pour relancer, n'est-ce pas, toutes ces filières-là. Tout à fait. Voilà, toutes ces filières-là vont être relancées. Tout à fait. Et il faut simplement que les jeunes Gabonais s'y intéressent. Il faut qu'ils s'y intéressent, il faut qu'ils s'investissent. Il
faut qu'ils prennent les informations utiles. Et puis là, j'ai vu au Conseil des ministres, il y a plusieurs fonds, je crois, qui ont été mis Oui, il y a près de 5 fonds. Je crois qu'il y a un fonds sur l'agriculture. L'agriculture. Voilà, donc voilà déjà un outil, vraiment un outil très important. Dès que ce fonds-là sera opérationnel, je pense que le volet agricole et autres, vraiment ce volet-là va prendre de l'ampleur. Voilà, mais M. Gérard Yembi, vous-même les politiciens, vous dites que votre famille n'a point d'oreille. Or, Jean-François Rostov disait que tous les pays qui se sont développés ont d'abord commencé par une révolution agraire. On a vu la révolution agraire avec Mao Tse-tung du côté de la Chine, la révolution verte. Et la Chine aujourd'hui est non seulement capable de nourrir son milliard d'habitants, mais arrive à exporter encore justement des produits de ces ressources agricoles. Le chef de l'État a également payé un certain nombre d'engins, de moissonneuses, batteuses pour accélérer justement le processus de lutte contre le déséquilibre alimentaire de notre pays. Mais on voit bien une certaine volonté du chef de l'État, mais il y a comme une espèce de résistance des populations, comme si il y avait des forces centrifuges qui nous empêchaient de véritablement décoller. Qu'est-ce qu'il faut, quel est le mécanisme qu'il faut pour catharsiser justement cette population, pour amener cette population-là vers un suivi des politiques publiques pour que ces populations également puissent aider l'État dans la recherche et la croissance économique de notre pays. Tout à l'heure, je disais, il faut transformer l'économie. Il faut transformer, il faut aller à une économie de transformation. Je prends un exemple, j'ai pris l'exemple des tomates. S'il y a une usine qui transforme la tomate, c'est-à-dire qu'on met la tomate et puis c'est la boîte qui sort. Tous ceux qui produisent les tomates, là, tous les planteurs, les agriculteurs, ils vont être à la tâche. Parce qu'ils savent que dès qu'ils terminent, ils ont produit leurs tomates, il y a un débouché. Mais Gérard, il y a bien à l'époque, on a vu Sifrigab pour les poissons. Mais qu'est-ce que ça a donné? Non, il faut aller méthodiquement. Il y a un débouché. Je parle le cas de la tomate. D'accord. Le gars, il produit sa tomate à Fougamou, il produit sa tomate à Ndende, il produit sa tomate, je ne sais pas, à Moulengi, Binda. Il sait que quand j'arrive à Lambaréné, il y a une usine de transformation de tomates qui est là, qui absorbe tout ce qu'on amène comme tomates. Le gars, il va se concentrer dans la production de tomates. Vous allez voir qu'il y aura des gens qui vont dire, moi, je ne fais que la tomate. Les autres, le manioc, l'igname, l'arachide, la danga, on a tout pour pouvoir nous développer. Voilà, donc, dès que le débouché est clair, mais le problème, au Gabon, on est à peu près 2 ou 3 millions, le marché, il est quand même assez cloisonné, très restreint. Ça veut dire que dans le domaine agricole, les marges sont très minimes. Très minimes. Okay? Il faut à peu près, pour optimiser, il faut peut-être 5-6 millions, 7-8 millions. Vous avez vu les autres pays, par exemple le Burkina Faso. Là-bas, ils peuvent produire autant qu'ils veulent. Voilà, une production de masse ou une consommation de masse. Voilà. Absolument. Donc ici, ce qui fait que les économies de chair sont quand même un peu réduites. Ça pose un problème. Maintenant, puisque vous avez un problème au niveau du marché, ça veut dire quoi? Il faut regarder dans la sous-région. Ça veut dire qu'il faut mettre un modèle qui produit et qui permet d'exporter déjà au moins dans votre espace. Mais M. Gérard Yembi, il y a un économiste qui disait que l'offre crée sa propre demande. On a un Gabonais, M. Gervais Ango, et qui a eu son argent et qui allait investir au Sénégal une faramineuse somme de près de 450 à 500 millions de francs CFA pour l'élevage justement comment on appelle ça, des poules, etc., avec les œufs. Et son entreprise était prospère. Malheureusement, les Sénégalais jaloux ont pratiquement catapulté, détruit l'entreprise de ce jeune compatriote. Et malgré tous les appels au respect, justement, à un certain nombre de normes établies en République sénégalaise, notre compatriote n'a toujours pas eu gain de cause. Et au cours d'une émission, les journalistes avaient posé la question au ministre des Affaires étrangères de savoir pourquoi est-ce que M. Ango Gervais n'arrivait pas à rentrer en possession justement des finances de son bien qui a été détruit. Et jusqu'à présent, il n'a pas gain de cause. Alors que là, on nous parle justement d'un blocage des exportations justement
des importations sur, voilà, sur les poules de chair en 2027. Mais nous sommes en 2025. Pendant ces 2 ans-là, M. Gervais Angot fait quoi? Il n'arrive pas à obtenir gain et justice au niveau du Sénégal pour qu'il rentre en possession de son argent et pouvoir investir dans son propre pays. Comment est-ce qu'on peut justifier une telle atomie de la structure gouvernementale? Excusez-moi, vous allez poursuivre. Et c'est le même cas également pour un autre compatriote, mais c'est les Kamba. Les Kamba, c'est un citoyen gabonais qui a mis à disposition justement sa maison, comme la vôtre là, à une ambassade. L'ambassade de Bénin. Et ils ont loué sa maison pendant plusieurs années, sans payer son domicile. Et là, il a pratiquement 60 millions de dettes, justement, de la République béninoise. Et même un seul clopin, il n'a pas pu obtenir. Et malgré toutes ces batailles qu'il a menées sur le plan juridique, vous savez que c'est les ambassades, hein, vous ne pouvez même pas porter plainte à une ambassade. Elle est immunisée. Voilà, il a épuisé toutes les voies de recours. Et là encore, le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement gabonais n'arrive pas à aider ce compatriote à rentrer en possession de ces 60 millions. Et sa maison a été abandonnée. Ils sont sortis, la maison abandonnée. Et ils ne peuvent même pas faire la réflexion alors qu'il n'y a même pas un jugement, il n'y a même pas un début de solution à son problème. Comment est-ce que vous arrivez à justifier ce genre de cas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces différents compatriotes arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu? Bon, mais là déjà, il faut comprendre que là, c'est vraiment les représentations diplomatiques qui ne prennent pas en charge, n'est-ce pas, les compatriotes qui sont dans ces situations difficiles, surtout celui du Sénégal. Oui, oui. Hein, je pense que la représentation diplomatique devrait prendre le relais et puis essayer de régler ce problème-là. Et M. Gérard, c'est d'ailleurs notre rôle, hein, le rôle de secours, le rôle de représentation, le rôle d'assistance, mais également le rôle de protection. Oui, bien sûr. C'est très bien. Je pense que la représentation devrait jouer son rôle. Si ce n'est pas fait, ça veut dire que la représentation diplomatique ne joue pas son rôle et c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Voilà, la représentation diplomatique doit être capable de jouer son rôle pour que nous arrivions justement à une diplomatie préventive de conflits, mais également à une diplomatie de développement et de progrès. Voilà, donc nous allons progressivement vers la fin de cette excursion. Monsieur Gérard Yemi, il y a également dans les mesures gouvernementales 2 postes d'affectation des députés de la diaspora. Qu'est-ce que cela vous explique? Moi, je pense que ce serait une première pour pratiquement une jurisprudence pour tous les pays de l'ensemble de la sous-région. Est-ce que ce n'est pas une idée bien réfléchie parce qu'elle va permettre également à la diaspora d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale et de pouvoir mieux se défendre par rapport à leurs concitoyens qui se trouvent justement à l'étranger avec des problèmes spécifiques liés à un manque d'assistance, un manque de secours, de protection, également de nos représentations diplomatiques. D'accord. Il faut comprendre que nos frères qui sont à l'extérieur, à l'étranger, et qui constituent ce qu'on va appeler aujourd'hui diaspora, vivent certains problèmes, certaines préoccupations, certaines difficultés. Eux-mêmes, ils connaissent. Ouais. Nous, on ne peut pas, on ne vit pas ces difficultés-là. Tout à fait. OK. Maintenant, pour les traduire, pour les porter, on a décidé, à partir du dialogue national, que la diaspora devait avoir des députés. Donc ces députés-là, ces législateurs à venir, ils vont porter effectivement toutes les préoccupations de la diaspora. C'est très important. Voilà, et puis les porter au niveau du Parlement, de toutes les institutions, n'est-ce pas, susceptibles de régler ces problèmes. Ce sera une voie un peu plus forte, une voie institutionnelle. Donc c'est une très bonne chose. Oui, c'est une très belle mesure gouvernementale. En tout cas, nous apprécions. Lorsque c'est bien, nous disons que c'est bien. Et ce rôle de 2 députés, justement, de notre diaspora, va permettre à nos différents protagonistes, Wilfried Okumba Kamitatou Ledi Danjogo, Jonas Moulinda, Thibaut Adjatis, Princesse Souba et autres,
de pouvoir batailler dur justement pour avoir la légitimité et la légalité justement de porter la voix de leurs camarades. Voilà, donc il dit également à Bandoko en chef que voilà, tout est fait maintenant pour que les représentants puissent véritablement avoir l'étoffe qu'il faut. Donc préparez-vous pour la prochaine campagne électorale à venir. Monsieur Gérard Yembi, le chef de l'État, dans son projet de société également, a parlé de ses engagements. Parmi ces engagements, non seulement les 7 projets structurants, mais également, je crois, 27 engagements. Et dans ces engagements, il y a le problème du désenclavement, justement, des zones à risque, le désenclavement, justement, des quartiers sous-intégrés à travers, justement, une réforme pour lutter contre les inondations et autres. Et là, plusieurs Gabonais se sont réveillés, voilà, avec les casses, et aujourd'hui, cela cause énormément de difficultés. Des Gabonais qui autrefois résidaient du côté de Bessieux, et certains ont leur demeure construite depuis plus de 30 ans, 40 ans, d'autres 50 ans, et ils ont vu leur demeure voler en éclats. De bonnes langues disent que certains avaient reçu déjà de l'argent, d'autres ont reçu même doublement de l'argent, mais il y a des familles également qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont pas reçu de l'argent, mais qui malheureusement ont perdu justement leur domicile, et ces Gabonais se retrouvent aujourd'hui à la Belle Étoile. Or, le chef de l'État parlait justement d'arriver à une justice rétributive, une justice distributive, une justice et qui puisse aider le peuple gabonais à restaurer son honneur, sa dignité. Est-ce que vous pensez que là, avec cette casse-là qui n'a pas été ciblée, il est possible pour les populations d'arriver à un véritable dialogue avec Brice Oligui Nguema pour pouvoir justement éviter que le pays puisse sombrer dans une certaine accrimée, dans une certaine, comment dire, dans une certaine difficulté, parce qu'on voit bien que ces personnes-là qui ont pratiquement tout perdu, ceux qui sont ne vont pas rester là. Certainement que des procès peuvent être engagés à l'endroit de l'État, et certains d'ailleurs qui se retrouvent dans la rue vont constituer également des obstacles, et avec la montée de la violence et la criminalité dans notre pays. Est-ce que ce projet a véritablement été bien mûri, ou bien s'il y a eu quelque chose, il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que lorsque vous cassez la maison de quelqu'un, c'est l'État justement qui a la compétence de la compétence. Est-ce que cet État-là n'aurait pas dû d'abord trouver des zones de relogement de ces personnes, construire des abris de logements sociaux pour que justement le départ de ces personnes-là soit mécanique, avec une gestion plus rationalisée justement de l'espace, parce que c'est l'État qui donne les terrains, c'est l'État qui donne les titres fonciers, c'est l'État qui donne les autorisations provisoires. Mais sur quelle base ce même État va donner de l'argent à M. Gérard Yembi qui a construit sa petite cité de près de 12 maisons, et dire à Gérard Yembi d'aller chercher une autre zone de relogement, une autre zone où il va reconstruire ces 9 cités, alors que ces 9 maisons, donc toute une cité détruite, Gérard Yembi l'a construit pendant plus de 30 ans d'exercice de ses charges auprès des entreprises. Et là, vous avez vos 9 villas cassées, il vous faut retrouver un endroit où dormir. Vous allez certainement commencer à dépenser. À l'époque, vous aviez des locataires. Là, vous n'en avez plus. Il faut payer l'eau, il faut payer le courant, il faut payer la maison. Et là où vous allez pour chercher le terrain, certainement vous allez encore tomber sur un autre terrain qui n'est pas viabilisé, et un autre terrain qui n'a pas de titre foncier. Mais est-ce que vous pensez que véritablement cette opération a été bien mûrie, en toute objectivité? Non, justement, ce type d'opération, c'est une opération d'abord délicate. Et puis on ne vient pas comme ça dédommager, donner de l'argent à quelqu'un. On va aller tenir de l'argent. C'est pas possible. Et puis vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Pour venir casser la maison. Pour venir, non, c'est pas comme ça. Il faut être humain, et puis l'État a comment on appelle, une obligation de solidarité. Mais tout à fait. Envers ceux qui sont... L'État est le père de la nation, envers les démunis, avec les personnes en difficulté. On a la précarité. L'État a une obligation de solidarité. Très bien. Ce qui s'est passé, ils ont cassé, ok, mais tous ces gens-là qui sont maintenant livrés à eux-mêmes, à la Belle Étoile, il faut que l'État les prenne en charge.
Mais M. Gérard Yembi, je leur ai même fait la proposition que du côté justement de Bikele, il y a pratiquement plus de 3000 villas que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait conçues. Pourquoi n'avoir pas achevé ces villas et reloger ces personnes là-bas, construire des marchés également, parce que nous avons perdu quand même une très forte unité productive à Biché, où nous allons manger le poisson brisé et autres. Il y a toute une économie qui a été détruite là, indépendamment des demeures des gens qui ont été détruits, alors qu'on avait la possibilité à Bikele, puisqu'il y a plus de 3000 maisons là-bas. C'est toute une ville qu'on est en train de construire là-bas. On aurait pu mettre des marchés là-bas, mettre également voilà, des centres commerciaux, mettre un dispensaire, mettre des aires de jeu. Mais M. Gérard Yembi, mais le développement, c'est un tout. C'est un tout, mais je ne comprends pas nos dirigeants, comment ils arrivent à réfléchir. Ou bien c'est nous qui concevons mal le développement. Je ne sais pas les contours de ce dossier, mais je pense que là, l'État est obligé de prendre en charge ces cris de détresse. On ne peut pas laisser des mères et des pères de famille comme ça. Au moment où je vous parle, il y a déjà une qui est décédée, qui a fait un AVC. Il y a une autre également qui est, paraît-il, qui est également hospitalisée. Non, l'État doit prendre en charge ces dossiers. Ça, on ne peut pas laisser des pères, des mères de famille comme ça. C'est vrai que bientôt on est en vacances, heureusement c'est la période de vacances, mais il faut rattraper tout ça. Il y en a qui ont été dédommagés, d'autres n'ont pas été dédommagés. Donc dans tout ça, on ne sait plus, mais il faut que déjà l'État reprenne les choses en main et puis essaie d'étudier au cas par cas, voilà, pour essayer de reloger ce qu'on peut reloger, compenser ce qu'on peut compenser, et puis en tout cas atténuer la détresse. Voilà. Vous savez que l'État ne se conçoit pas comme eux-mêmes le disent, comme étant un ensemble des institutions. L'État également, c'est la population. C'est le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Mais malheureusement, les gens ont cette tendance fâcheuse de penser que l'État, c'est seulement la puissance publique. Donc, l'ensemble des institutions, et ils peuvent passer outre comme ça. Non. Un État doit être capable d'être paternaliste, comme vous le dites, d'étudier des questions justement de développement avec beaucoup de méticulosité. Mais l'État doit être de plus en plus proche des citoyens et c'est son rôle de trouver les problématiques, son rôle de trouver les solutions aux questionnements des Gabonais, sachant d'ailleurs bien que ces individus sont des électeurs, à peine avoir voté 95%, et ces gens-là se retrouvent avec leur ménage détruit. Et vous qui êtes acteur politique, il y a également une autre réforme sur les partis politiques. Là, j'ai suivi le conseil des ministres, donc il y a eu quand même un aménagement. Au lieu de 18 000 adhésions, on vous demande d'avoir 9 000 adhésions. Mais comment avoir 9 000 adhésions avec une population en détresse, une population en furie, une population désespérée, une population qui, à la limite, est en train d'insulter les acteurs politiques étatiques, parce que est-ce que nous n'allons pas arriver là encore à un nouveau désintérêt des populations, justement des unes, encore plus des partis politiques? Bon, mais moi je pense que les 9000, bon, moi ce que j'aurais, si on avait demandé mon avis, je disais pour les 9000, c'est-à-dire que les partis en création, c'est-à-dire qui vont se créer à l'avenir. Mais ceux qui sont déjà là, qui existent... Ceux qui existent également doivent apporter la preuve de leurs 9000. On leur a donné 6 mois. Mais 6 mois, on aura déjà les élections. Ceux qui sont là, voilà. On leur dit allez aux élections. Ouais. Si vous, déjà, il faut participer aux élections. Tout à fait. Ça, c'est le premier condition. Absolument. Deuxièmement, il faut sortir de là au moins avec quelques élus. Tout à fait. Le fait d'avoir déjà participé aux élections, d'avoir des élus... Oui, mais le problème, c'est qu'ils imposent 5 élus nationaux. Mais pourquoi imposer 5 élus nationaux alors qu'un parti politique peut avoir 2 ou 3, 4 élus, et surtout pour un petit pays comme le Gabon avec une multiplicité de partis politiques. Un conseil municipal. Moi je dis ceux qui sont là, ils vont aux élections. Celui qui arrive à avoir un député, c'est bien. 5 conseillers municipaux, c'est bon. Maintenant, ce sont les partis en création ou ceux qui arrivent, on va leur dire bon, voilà, désormais, vous créez. Mais ceux qui sont là, maintenant, ceux qui n'ont pas pu participer aux élections, ceux qui n'ont pas pu avoir des élus, on leur dit simplement, vous n'êtes pas conformés aux règles, bon allez, désormais vous vous affiliez aux autres, bien, mais vous ne pouvez pas comme ça, là, sur la base, il faut encore, je pense que c'est... Bon, écoutez, malheureusement, nous sommes au terme, puisque c'est dans pratiquement 3 mois que nous allons aller aux élections. Donc, vous voyez que... Ce sont les Gabonais, et puis... on va aller aux élections comme ça, et puis voilà. Et puis on verra la suite. Voilà.
Donc, M. Gérard Yembi, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Nous avons pratiquement épuisé tous les sujets. Je voudrais également que vous puissiez, en termes de conclusion, une fois de plus, rappeler aux uns aux autres la nécessité d'arriver à un nouveau mécanisme de relance de la croissance économique de notre pays, mais également en tenant compte d'un certain nombre de coûts de facteurs, mais également sur la nécessité de prendre en charge les populations par rapport aux enjeux de développement. Et adressez-vous également à vous, côté Oligui Nguema, adressez-vous à toutes ces familles qui sont en détresse du côté du boulevard, à tous ces jeunes également qui sont à la recherche d'un emploi, et essayez de leur dire quelque chose en termes de conclusion. Bon. Normalement, lorsque un gouvernement se met en place, il a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux citoyens. Tout à fait. Donc du travail pour avoir des revenus. Ensuite, améliorer les conditions de vie. Donc on améliore les conditions de vie, on donne également du pouvoir d'achat. Ce sont les deux objectifs majeurs pour un gouvernement. Lorsqu'on regarde la situation du Gabon, on se rend compte que le chômage des jeunes est vraiment endémique. Ouais, il est endémique, il est difficile et c'est pénible pour toutes les familles. Simplement parce que tous les mécanismes qui auraient permis, n'est-ce pas, de régler ces problèmes-là n'ont pas été conduits correctement. Tous les fonds qui étaient affectés au développement ont parfois été détournés. Absolument. Et il y a eu tellement de dérapages qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation que le président Brice Clotaire Oligui Nguema hérite et est obligé de régler. Il n'a pas le choix. C'est sa responsabilité, c'est son sacerdoce. Tout à fait. Donc il n'a pas le choix. Mais maintenant, il faut regarder l'avenir, il faut préparer l'avenir, et on prépare l'avenir avec tous les moyens dont on dispose, que ce soit en capital humain, que ce soit en ressources naturelles, que ce soit en ressources financières. Donc, ce que je conseille déjà, c'est de faire une bonne cartographie de tout ce qu'on a comme force, au niveau du capital humain, au niveau du patrimoine, que ce soit forestier, technique également, voilà, toutes ces ressources, faire le point de tout ça, et puis engager toutes les forces vives dans ce challenge-là. Voilà. Il ne peut pas le mener seul. C'est un challenge qui est lourd. Et il faut que tous les Gabonais, tout le monde soit impliqué. Il faut qu'il implique tout le monde, toutes les ressources, tous les talents. Voilà, il ne faut pas que certains restent à côté. Non, c'est notre pays, c'est notre Gabon. Nous devons le développer ensemble. Et nous devons également profiter des bienfaits de ce pays ensemble. Très bien. Voilà, il est hors de question qu'une caste ou un groupe s'approprie tout et puis laisse les autres sur le carreau. Nous devons avancer ensemble, stagner ensemble ou tomber ensemble. Donc il faut que le président ait ça à l'esprit et qu'il continue avec son élan de solidarité. Parce que j'ai quand même vu, il a fait beaucoup de gestes de solidarité envers les démunis. Qu'il continue dans cet état d'esprit et surtout qu'il continue d'aimer le Gabon et les Gabonais. Et je pense que le reste, ça suivra. Voilà, merci. Là, vous avez écouté justement les propos de Gérard Yembi, expert comptable, qui recommande le chef d'État de ne pas se départir de sa vision de départ, à savoir
une action agissante en faveur des couches de population et que tout le monde puisse bénéficier du fruit de la croissance de notre pays. Gérard Yembi parle également d'auditer l'ensemble des ressources de notre pays, des ressources halieutiques, des ressources forestières, des ressources minières et autres, sans compter également l'une des plus grandes ressources qui est les ressources humaines et techniques pour arriver à évaluer le potentiel du Gabon et aider les Gabonais à pouvoir bénéficier justement du fruit de la croissance économique de leur pays. Il le dit clairement que le Gabon appartient à l'ensemble de tous les Gabonais et qu'il n'y a pas un seul Gabonais qui doit être laissé au carreau. Il faut qu'il y ait une véritable solidarité agissante et il attire l'attention du chef de l'État de pouvoir analyser le problème au cas par cas pour les déguerpir justement du côté du boulevard Triomphal avec une possibilité également de reloger ces personnes dans les zones accessibles et que les prochaines opérations de casse puissent être minutieusement menées, voilà, avec des analyses pertinentes, des études d'impact environnemental, mais également des études sociologiques pour que l'opération ne puisse pas entraîner des populations vers un certain désarroi, vers un certain désintérêt à l'égard de leurs dirigeants, mais parce que l'un des rôles majeurs de l'État, c'est d'assurer le confort, le bien-être des populations gabonaises. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par David Mbirakouma, le prince Adouma, le Minuto, l'abbé de Koucho, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté cerveau-serveur divinement électrifié. Cette émission se referme sur une note d'espoir. Nous reviendrons la semaine prochaine, une fois de plus, pour analyser les décisions pertinentes du Conseil des ministres et nous allons les analyser beaucoup plus sur le plan économique. Là, nous allons faire moins de politique parce que Gérard Yembi est là pour éclairer la lanterne des Gabonais, mais également accompagner les pouvoirs politiques dans leur politique de relance de la croissance économique par des politiques budgétaires, des politiques keynésiennes, des politiques monétaristes pour que le Gabonais puisse aller de mieux en mieux. Merci de votre bien aimable attention. Allez, ciao, ciao. Nous nous retrouverons prochainement, donc la semaine prochaine, une fois de plus, avec Gérard Yembi pour analyser le tableau de bord de l'économie de notre pays.